Mon tendre Antoine, ton absence résonne dans le vide que tu as laissé dans mon cœur alors que la fatigue y fait son nid. Mon âme est lasse de ne plus voir ta belle chevelure s'agiter dans la brise. Depuis ton départ, j'ai l'impression de vivre une chute sans fin, comme notre nombre d'abonnés. Le peuple nous regarde moins. Comment leur en vouloir? Tes sourcils n'illuminent plus leurs écrans désormais. Ton public t'appelle, ne l'entends-tu pas crier? Et moi, entends-tu mon cœur pleurer? Je rêve chaque nuit d'un fauteuil en cuir à côté d'une lampe à pied. Du bruit de pages qui se tournent, j'ai l'impression de sentir ton odeur. Mon cher, mon tendre, mon... T'écris quoi? Rien, j'écris rien. Ici, il est fort. Oh, et moi, je te suffis pas? Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice. Salut Alex. Et oui, notre cher et tendre Antoine n'est toujours pas rentré de ses vacances, il profite, il a bien raison. Oui, mais je suis là, hein. C'est parfaitement suffisant. Tout à fait. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le vendredi, donc du coup, on a la vidéo du vendredi et vous allez voir les nouveautés qui sont arrivées cette semaine. On commence tout de suite avec un jeu familial qui s'appelle Wonder Woods, qui nous arrive de chez Blue Orange, distribué par Tribuo. C'est à partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de Eli Thomas Wolf, et c'est illustré par Simon Douchy. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu? Eh bien en fait, on va aller chercher des champignons. Alors vous allez voir, normalement Alice après va vous filmer un petit peu la mise en place avec ce sublime matériel. C'est très joli, c'est très minimaliste, mais ils mettent le matériel là où il faut, c'est-à-dire dans les petits champignons, pour qu'on puisse les retrouver. C'est très très cool. On a des petits paniers aussi, hein. Chaque joueur va avoir des petits paniers à lui. Qu'importe le nombre de joueurs, vous aurez toujours des plateaux 4 pour représenter les types de champignons. Aucun plateau n'appartient à aucun joueur, c'est en fait des plateaux qui représentent les types de champignons. Et nous, on va poser nos petits paniers pour indiquer qu'est-ce qu'on veut récupérer comme type de champignon. Et dans la mise en place, on a mis des cartes ici de différentes valeurs pour chaque type de champignon. Et on ne les connaît pas, ces valeurs-là. Elles peuvent varier entre 1, 3, 5 ou 7. Et c'est ce qui va rapporter à la fin de la partie des points de victoire, plus ou moins conséquents. Mais alors du coup, comment ça se passe pour Wonder Woods? Alors c'est extrêmement simple, les joueurs vont avoir en main 4 cartes, et ces cartes-là, en fait, elles vont vous servir à deux choses. Déjà, en tant qu'information, ce sont des cartes d'information qui vous indiquent quelles sont les valeurs qui ne sont pas du coup dans les valeurs cachées dans la mise en place. Donc vous savez très bien par exemple que la Mori ici, ça ne peut pas être 5 qui est ici, puisque c'est soit 7, soit 1, soit 3. Ce sont aussi des cartes qui vont vous servir à récupérer des paniers qui sont au centre pour avoir plus de possibilités de récupérer des champignons. Et ce sont des cartes notamment qui vont donner de l'information potentielle aux autres joueurs. Un tour de jeu, c'est extrêmement simple, c'est en 2 phases. La première phase, elle consiste à placer vos petits paniers. Donc chacun son tour, en commençant par le premier joueur. Là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. On va pouvoir placer un ou plusieurs de ces paniers sur les différents plateaux pour récupérer des champignons. Si jamais je veux récupérer ce genre de champignons, en fait, je vais me placer dans la colonne la plus à gauche disponible. Si par exemple le joueur vert s'était mis ici, et du coup si je voulais récupérer ici des champignons, j'aurais dû en placer 2. Le joueur après qui s'y place doit en placer 3, ça peut être moi mais ça peut être un autre joueur, et ainsi de suite. Quand un joueur se place à un endroit, il met le nombre de paniers, évidemment, comme indiqué ici, et je vais récupérer le type de champignon indiqué. Ici, c'est cela. C'est une pleurote, non? Je sais pas du tout. Si vous connaissez les types de champignons... Ça, c'est une morille, là. D'accord, ça c'est la morille. Très bien. Et après, je sais pas. Merci. Ça, je crois que c'est une pleurote. Merci Alice. Ici, du coup, expert en champignons, dites tout en commentaire. Je récupère ce petit champignon, puisque je viens de placer... je viens de placer ici mes deux paniers, donc je récupère un champignon. Chaque fois que je me place, je récupère un champignon. On va à chaque fois, chaque tour faire ça. Donc si le joueur vert il veut se mettre là, il a tout à fait le droit, il récupère un champignon. Ici, il en avait déjà récupéré un parce qu'il s'était placé. Le joueur bleu peut se passer là, etc. etc. Lorsqu'on a tous placé nos paniers, ou qu'on a passé parce qu'on n'a pas envie de les jouer, ou que du coup on n'en a plus à jouer, on va regarder sur chaque type de champignon qui est le plus présent. Là par exemple, c'est moi qui suis le plus présent en termes de couleur, donc je suis joueur rouge, j'ai plus de paniers, donc je récupère ce petit champignon-là en bonus. Pleurote. Oui, c'est pleurote. Pareil pour ici, pareil pour ici. Une fois qu'on a tous fait ça, on va avoir la possibilité justement de jouer des informations. En fait, l'idée c'est que vos cartes qui sont là,
Vous pouvez les jouer éventuellement face cachée ou passée. L'intérêt de jouer face cachée, c'est que du coup, je vais récupérer un de mes paniers qui est au centre de la table et qui va revenir du coup dans mon camp et du coup je vais pouvoir l'utiliser pour avoir plus de champignons au prochain tour et surtout avoir plus de majorité. Sauf qu'en jouant une carte face cachée, une fois que tout le monde a fait ça, donc je vous rappelle soit passer, soit jouer une carte information, chaque joueur va révéler simultanément l'information. Et du coup, tous les joueurs savent que les points de victoire pour ce type de champignons ne peuvent pas être 1. Donc ça donne des informations et forcément vous voyez très bien qu'il y a un principe de collection, on va essayer de récupérer au fur et à mesure de la partie des champignons qui valent le plus de valeur et ça on le saura au fur et à mesure de la partie. Et à la fin justement, alors la fin de la partie s'enclenche quand il n'y a plus de champignons dans des coins champignons, dans au moins 2 coins champignons, donc s'il n'y a plus de morilles et par exemple plus de pleurotes, oui. Si jamais il n'y a plus de morilles et plus de pleurotes, on va mettre fin à la partie, on finit évidemment la première phase de cueillette et ensuite on va révéler les cartes pour chaque type de champignon. Et donc forcément, ces types de champignons-là vont rapporter 7 points par champignon. Ici, vont en rapporter 3. Ici, la pleurote, elle est 1. nulle. Eh oui, la pleurote, ça rapporte pas grand-chose. La morille, ça va. Et ici, la morille va rapporter 3. Mais en fait, c'est les deux que je connais pas le nom qui rapportent. Exactement. Yes. Et je suis sûre, je dis pleurote depuis tout à l'heure dans les commentaires, ils vont me dire pas du tout. Mais rien à voir. C'est pas ça du tout, la pleurote. On le voit à travers les petites courbes et les petits traits. Oh, on se moque pas des spécialistes en champignons, ok. Donc voilà, ça c'est Wonderwood. C'est extrêmement simple à prendre en main. Ça va être toujours basé sur cette mécanique qu'on aime beaucoup de guessing, essayer d'anticiper, donner de l'information partielle ou non aux adversaires, de façon à pouvoir essayer de récupérer les champignons qui valent le plus de points. Donc toi t'as les nerfs parce que je t'ai défoncé à la cueillette. Pas du tout. Pouh, 72 à 4. Allez, on va enchaîner. Donc ça c'était Wonderwoods. On va enchaîner sur un jeu complètement différent ici, donc Topic. Topic, c'est un jeu de Sit Down, donc c'est édité par Sit Down, c'est distribué par Neoludis, si je ne dis pas de bêtises. C'est un jeu de Luffy, c'est marrant ça comme nom, et c'est illustré par Anthony Moulin. C'est le héros dans One Piece. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a édité, mais ce serait bizarre. Donc Topic, qu'est-ce que c'est? Alors il y a un petit côté texto. Vous allez voir qu'en fait dans Topic c'est très malin. Vous allez avoir un paquet de cartes. Le but c'est de collecter le moins de cartes possible. L'idée c'est qu'en fait à chaque manche, on aura au préalable mélanger des cartes évidemment. Au dos des cartes, vous allez voir à chaque fois ce genre d'information. Un chiffre avec une couleur qui est accompagnée d'un fruit. Ça je pense que c'est un moyen mnémotechnique pour les daltoniens. Pour trouver des thèmes. En fait le dos, un peu comme texto, vous indique donc 2 choses. Le thème imposé par la couleur, donc ici ce sera tout ce qui est lié au Japon, je pense, parce que c'est un symbole avec des baguettes, voilà. Japon, je sais pas. Asie. Ouais, ok, Asie. Pardon, autant pour moi, je fais des amalgames. Même s'ils disent Japon, parce que vu les mots qu'ils proposent... Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, vous avez un thème qui vous est imposé, ici, et ici le nombre de syllabes que doivent composer votre mot dans le thème. Donc là, on révèle une carte, et très vite, le plus vite possible, donc au jeu de rapidité, vous devez donner un mot en lien avec le thème qui compose ici 2 syllabes. Donc le premier joueur va dire sushi, un autre joueur va dire maki, et si par exemple le dernier joueur n'a rien trouvé, c'est lui qui mange la carte, tout simplement. Alors il ne la mange pas vraiment, il se mange la carte, il la récupère devant lui. Et après, on révèle un nouveau thème, etc. Alors il y a des choses particulières, notamment sur le fait que parfois il peut ne pas y avoir de thème par rapport à ce qui a été imposé. Par exemple, là, le thème par exemple peut être basé sur le citron, et sauf que la carte révélée, il n'y a pas de citron dessus. Dans ce cas-là, jeu de rapidité, il faut mettre sa main le plus vite possible sur la carte. Et dans ce cas-là, c'est le joueur qui a mis sa main en dernier qui récupère la carte. Autre particularité, c'est que parfois il peut y avoir des valeurs qui s'enchaînent, c'est-à-dire 1, 2, 3. C'est-à-dire que le premier mot en lien avec le thème doit comporter une syllabe, le deuxième mot 2 syllabes, le troisième mot 3 syllabes, etc. Il peut parfois ne pas y avoir des thèmes aussi, il peut y avoir des lettres. Par exemple, au moment où vous allez tirer une carte, voilà, si par exemple c'était orange avec 2, il faut donner un mot qui commence par un P, mais qui comprend 2 syllabes. Voilà. Donc, prout. Non, prout c'est qu'une syllabe. Mais non, c'est prout. Voilà. Ah mais non, mais non, ça c'est triché. Voilà, donc ça c'était pour Topic. T'es en train de chercher un mot. Oui. Moi j'étais en train de chercher, je me dis parapluie, c'est pas mal. Et en fait je me dis mais non, il y en a 3 dans parapluie. Pirate. Mais si. Non, ça fait pirate. Non, pirate c'est bon. Pirate c'est 2 syllabes. Dites-nous les mots que vous avez en 2. P. Voilà, donc c'était Wonderwoods et Topic. Et Wonderwood ça veut dire bois merveilleux et Topic ça veut dire sujet. D'accord, c'est Alice qui prend la suite. C'est à moi. Et je me dis que en fait c'était peut-être une girole. Ok. Peut-être pas. Je sais pas. Pleurote, girole, j'hésite. Bon, on va passer sur un autre thème qui reste assez nature, mais un peu plus luxurieux, luxuriant, luxueux. Ouais.
Dites-nous aux commentaires. À la fin, en fait, les commentaires, ça va être la vidéo, quoi. Ah, les commentaires, ça va être surtout nous apprendre la vie, c'est quoi les champignons et les bons mots à utiliser. The Gardens, du coup, qui était en Kickstarter chez Grail Games et qui est distribué par Surfing Meeple, c'est-à-dire une succursale de Matago, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est un jeu de pose de cartes et d'optimisation où vous allez chacun construire le Royal Botanic Garden de Sydney. Sinon, je peux faire Royal Botanic Garden of Sydney. Oui, tu peux. Hein, voilà. Ou le jardin royal botanique de Sydney. Voilà. C'est tout de suite Dites-nous en commentaire. En fait, ça, malheureusement, le dos de boîte est pas foufou niveau explication. Mais ça, c'est en fait un plateau joueur rempli. C'est-à-dire que normalement, ça ressemble à ça, là, tout ça, là, ce qui est vide. Normalement, c'est tout votre plateau. Il est vide, il va falloir le remplir pour qu'à la fin, ça ressemble à ça. Ok. Voilà, parce que votre jardin, il ressemble pas déjà à ça, sinon il n'y a pas de jeu. C'est pas drôle. On a juste tous, chacun, la même ligne centrale qui compte dans les décomptes de points qu'on verra. Donc voilà, c'est pas un truc neutre, cette ligne qui est déjà habitée et jolie, ça va compter dans les combos. Donc oui, c'est de l'optimisation, de la pose de cartes, comme un peu de la pose de tuiles, mais là en cartes. Et on va avoir, eh bien, normalement, des objectifs. Il y a plein d'objectifs qui sont tirés par partie, ils sont différents. On a des objectifs qui sont pour chaque fin de tour, vous gagnez tant de points après avoir fait telle action, ou des objectifs de fin de partie. Okay. Voilà. Là, on les voit pas, c'est dommage. Mais par exemple, je sais pas, vous gagnez tant de points pour votre chemin en continu le plus long. Donc là, vous voyez déjà, d'accord. Ok, mais il fera 1, 2, 3, 4, c'est tout. Lui, il fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est pas mal, lui. Voilà. Ça descend. J'aurais 6 fois, je sais plus combien, mais voilà. En gros, c'est ça. Vous allez avoir des objectifs et c'est en remplissant ces objectifs, en mettant les cartes comme il faut, que vous gagnerez des points. Le but étant d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. La fin de la partie étant après un certain nombre de manches. Bien sûr. Je ne me souviens plus exactement. Vous me pardonnerez. On a normalement aussi... Ce n'est pas du tout montré sur ce dos de boîte, mais on a aussi 3 pioches qui sont le A, B, C. Et dans ces pioches, on va tirer autant de cartes face visibles que de joueurs. Imaginons, nous sommes 3 joueurs, puisque ça peut se jouer de 1 à 4 pour 30 à 45 minutes, et à partir de 10 ans, voilà. On est 3, on sort 3 cartes visibles, et donc à mon tour, eh bien, je choisis une des 3 cartes et je la place sur mon plateau. Forcément, je vais devoir la coller à quelque chose qui existe déjà. Je ne peux pas aller commencer à remplir mon jardin là-bas, alors que mon début, il est là. Voilà, ici c'est rempli, je dois forcément coller à quelque chose d'ici. Le prochain joueur se servira dans la pile A aussi. Et il va placer son truc, et en même temps, en fait, là ça se voit pas, mais on a un petit meeple, chacun on a un petit meeple ici, un petit meeple ici, un petit meeple ici, parce que c'est 3 morceaux comme vous voyez, hein, c'est quand même des lignes. Et les meeples, à chaque fois que vous placez une carte sur sa ligne, eh bien vous allez le déplacer. Genre là vous venez de poser cet arbre là et il était là le meeple, et ben vous allez là. Et je sais pas s'il y avait un objectif de dès que vous traversez un arbre de tel type vous gagnez un point, et ben hop sur le plateau central vous avancez de 1 point parce que voilà sur votre balade vous avez traversé un arbre. Voilà. Le prochain joueur fait son truc aussi, il avance ses points s'il arrive à en faire, et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes de la colonne A. Alors vous dites, ok, mais du coup le dernier joueur il se fait un peu avoir quand même, parce qu'on lui laisse la dernière carte. Oui, mais non. Ouais. Bah, en fait, si, il se fait avoir, mais il se vengera au prochain tour, parce qu'en fait, premier joueur, ça tourne, donc on ne sera pas toujours le dernier joueur, on ne sera pas toujours à se faire avoir, etc., etc. Mais effectivement, quand vous êtes 3e joueur, vous faites bien avoir, parce qu'on vous laisse la dernière carte, vous n'avez pas le choix entre 2 cartes. Ouais, mais tout est bon à prendre dans son jardin. Mais du coup, ça reste en fait un draft de cartes ouvert. C'est-à-dire que vous avez le draft, vous choisissez, vous savez ce que vous ne laisserez pas aux autres, parce que le but, c'est d'optimiser à fond chez soi. Mais en fait, bizarrement, pour un truc où on a un plateau très personnel, chacun de son côté, on optimise, il y a énormément d'interactions, parce que vous devez regarder non-stop ce que font vos voisins, pour pas leur laisser une carte qui les arrangerait. Donc voilà. Et sinon, ça va être ça. Une fois qu'on a vidé la ligne A, eh ben, on va passer au tour où on prend dans la ligne B, etc., etc. Vous doutez, la ligne A, c'est ce qui correspond à ici. Vous le reconnaissez parce que les cartes de la pioche A ont l'horizon là-bas qu'on voit ici. Donc vous ne pouvez pas le mettre ailleurs sur le plateau. La ligne B, elle est juste que de paysage. Et la ligne C aura le bas de la ville. Sydney. D'accord. Voilà. Et à la fin de la partie, normalement, vous avez comptabilisé tous vos points au fur et à mesure de la partie, et vous y ajoutez les points des objectifs de fin de partie qui auront été aussi mis à jour, enfin qui étaient révélés dès le début de la partie pour vous permettre d'orienter votre stratégie. Et on a aussi un beau jardin du coup. Très joli. Plutôt, quand même. Kerry Aitken pour les illustrations. Oui. Kerry Aitken, et c'est de Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Ah, tu veux dire Matthew Dunstan and Brett Gilbert.
Gilbert. Gilbert. Yes. Bon, et comme vous pouvez le voir, c'est français-anglais dedans. Voilà. Bien sûr. On vient de parfaitement vous l'illustrer. On enchaîne. Oui, tout à fait. Là-bas, on change de thème. Quoique, ça reste toujours un peu naturel. C'est Fife ou Fif ou Fif. C'est comme Skijo, Skyjo, voilà, pareil. Dites-nous en commentaire. Le running gag atroce. C'est de Monsieur Coche. Voilà. Ou Madame d'ailleurs, Coche. Voilà, Monsieur Coche, il fait pas des jeux de roll and write. De casa cocher. Arrêtez-nous s'il vous plaît, les vacances c'est bientôt. Hein. Donc de la personne Coche et illustré par Lucas Sigmund. Donc comme vous voyez c'est quand même vachement joli. Hein. Voilà, regardez, il y a même un monsieur qui vous dit coucou, venez avec moi à la plage. Et puis il y a d'autres monsieur, ils ont des têtes bizarres. Oui. Oh là là, lui il fait peur. Ça c'est pour protéger la plage des mauvais esprits. Oui, bah je vais pas y aller, hein, et toi non plus. Bon, c'est à partir de 10 ans, de 30 à 45 minutes et de 2 à 5. Oui. Voilà. L'autre était de 1 à 5 parce que comme vous pouvez vous douter, The Garden c'est un jeu d'optimisation, donc voilà. Oui, on peut y jouer solo, effectivement. Vous optimisez au mieux votre plateau, quoi. Alors, Fife, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un jeu d'optimisation et de placement, mais pas pareil. Vraiment, c'est pas du tout pareil. En fait, chacun va avoir un petit plateau comme ça et va récupérer des petits jetons en bois où on a combien de formes et de couleurs? Alors, il y a 5 couleurs différentes, 5 valeurs différentes et 5 symboles différents. Et tous ont des combinaisons différentes. J'entends par exemple qu'il y a le 4 qui peut avoir un fond jaune et une tortue, et le 4 qui peut avoir un fond vert et une fleur par exemple. Oui, bon, donc il existe toutes les possibilités. Donc je sais plus combien ça fait de jetons. Beaucoup. Plus d'une... j'allais dire 55, mais c'est peut-être moi qui me plante. Bon, j'en sais rien, ça doit être marqué sur... Ah, non, c'est pas marqué, c'est fou, hein, d'habitude il y a le contenu qui est marqué. Ouais. Mais en gros, tout est dans ce sachet-là, il est gros, hein, le sachet, il est très gros. Et donc, il y a au pif plein de petits jetons comme ça en bois. Donc chacun a ce plateau, chacun prend sa couleur de plateau, qui est ici, moi j'ai joué les dauphins, effectivement, parce que le bleu c'est la vie. Et vous prenez vos petites planches de surf associées, que vous mettez sur le côté au début, et des petits coquillages. Il y en a que vous pouvez enlever ou mettre en fonction du degré de difficulté, en gros il y a un petit module, quoi. Tout à fait. Et là, on va pouvoir commencer la partie. Ah non, d'abord, on pioche 2 jetons au pif qu'on met dans nos gamelles, là, nos coupelles. Tout à fait. Des coupelles, c'est ça. Voilà, des coupelles. Hop. Et en fait, tous en même temps, en fait, dans notre coin, on choisit un de nos petits jetons et on va le placer dans notre grille. Et là où on va le placer, au début, en tout cas le premier qu'on va placer, on sera obligé d'y mettre une planche de surf à coller parce que en gros, quand vous placez un jeton et qu'il n'y a aucune planche de surf qui y correspond, que ce soit en ligne ou en colonne ou en diagonale, parce que vous voyez, il y a la diagonale qui existe dans ce jeu, et bien vous êtes obligé de lui mettre une planche de surf, et ces planches de surf en fait sont vos objectifs. C'est ce qui va vous faire marquer des points. Par exemple, vous mettez, et bien ici, vous mettez avoir des symboles, ouais c'est ça, des symboles différents. Donc dans cette ligne-là, maintenant, vous essayerez de mettre que des symboles différents, parce que ça vous fera gagner 7 points de victoire à la fin. D'ailleurs, il a réussi, on le voit, il a fait 7, on le voit, le 7 il est entier, alors qu'à gauche, vous voyez. Ça, c'est un objectif en cours quand vous le placez. Et en fait, quand vous avez réussi à compléter la ligne et valider l'objectif, hop, vous le retournez de l'autre côté et ça fait sortir magiquement le petit soleil qui dit « Vous avez validé votre objectif, bravo !» Voilà. Et donc, ça va être cool parce que c'est vraiment de l'optimisation très très simple. Parce que vraiment, vous tirez votre jeton, vous en avez 2, vous en choisissez un que vous posez ou non des planches parce que des fois, vous avez posé dans une ligne, colonne, diagonale où il y en avait déjà une. Tout à fait. Donc ça vous sert à rien d'en rajouter. Et après, vous repiochez une deuxième. Bon, il faut que tout le monde soit en même temps. Hein, Bien sûr. Voilà, c'est en simultané finalement. Hein. Oui, on pioche chacun et on place après son jeton, chacun de son côté, mais on attend que tout le monde ait fini de placer son jeton pour continuer un nouveau tour. Et on continue, etc. etc. Et il y a un truc qui sort aussi, c'est les petits coquillages. Ils sont pas marqués là, mais il y a des petits jetons avec des coquillages dessinés dessus. Là, on s'arrête tous. Bon, celui qui a pioché le jeton coquillage, quand même, en pioche un deuxième, parce que sinon il va être dépourvu de jetons. Mais le coquillage va donner l'occasion à tout le monde d'utiliser un de ces jetons, enfin de morceaux... Tuiles, merci. Tuiles de coquillage, alors il y en a plein, hein. Là il y en a qu'un sur l'exemple, mais il y en a plein. 7, je crois. Voilà, et ils ont tous des pouvoirs, genre échanger de place de jetons, échanger un jeton qui est là avec un de vos coupelles, enfin ça vous arrange en gros. Parce que c'est un jeu où vous arrangez comme vous pouvez avec la pioche que vous avez à tel moment, mais voilà, vous avez quelques pouvoirs ici qui vous permettent de réarranger ça. Et par contre, si à la fin de la partie vous ne les avez pas utilisés, vous gagnez les points qui sont marqués ici. Donc évidemment, moins vous trichez,
plus vous aurez de points. Et un dernier truc, c'est que le premier à avoir validé un type d'objectif, parce que tout le monde a les mêmes, c'est juste que vous avez chacun vos petites planches avec vos couleurs, Bien on sûr. a tous les mêmes symboles de planche, quoi. Le premier à avoir validé un type, par exemple, je suis la première à avoir validé cet objectif tout nul qui rapporte 3 points de victoire, mais qui est très pratique, c'est comme on l'appelle la poubelle, c'est-à-dire une ligne de n'importe quoi, c'est pas grave. Eh bien, je le retourne face le soleil qui sort, et en plus, je mets une sorte de petit morceau de planche par-dessus pour dire que j'aurai un bonus de 3 points par-dessus. Dès que vous êtes le premier à valider un type d'objectif, vous gagnerez 3 points à la fin de partie. Donc en plus, il y a une course. C'est optimisation, course, visualisation dans l'espace. Moi, j'étais genre, ok, alors là, je pourrais faire une suite de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, et après, j'ai fait, ah bah non, j'ai mal calculé parce que là, du coup, mon chiffre qui arrive, si je veux valider lui, en fait, il va casser celui-là. Ben, bien sûr. Et du coup, voilà. Bon, ça m'a pas empêché de t'écraser comme une crêpe sur la plage. Hein. Ça, on n'est pas obligé de le dire dans la vidéo. Voilà. Mais voilà. Et bah, du coup, voilà, c'est Five. Ouais, hyper. En vrai, c'est très accessible. Ça va plaire, je pense, à tous les joueurs de Azul, le Key Numbers. Un peu Lost Seas. Jardin anglais, ce genre de truc en fait où on optimise dans une sorte de grille en fait en fonction d'objectifs qui sont sur les côtés et qui vont influer sur les lignes, colonnes, diagonales, etc. Tout à fait. Voilà, c'est juste que là, c'est vous qui vous les placez en fonction de ce que vous pensez pouvoir faire. C'est ça qui est cool. Voilà. C'était Five. Et on va enchaîner avec un thème totalement pareil. C'est aussi BlackRock. Voilà, ils ont fait un thème plage. Non, en vrai, ça c'était sorti la semaine dernière. Je vous l'avais montré en faux dans ma main. Et ben, il est arrivé dès le lendemain, hein, donc c'est-à-dire après la vidéo. Mais le voici donc. On le présente officiellement. Perladora de chez la boîte de jeu. C'est par Chris Ward Conrad et illustré par Mehdi Merouche. C'est une réédition de Armadora, c'est ça? Tout à fait. Voilà, Armadora où on jouait des nains, je crois. Oui, voilà. c'était plus austère comme... Oui, David il m'a dit ah je connais ça on jouait des nains. Oui, David, il a la culture d'avant, hein. Moi je connaissais pas, donc voilà, moi je découvre Perladora, où nous allons incarner des clans de pêcheurs d'huîtres, voilà. Donc on a 4 clans qui sont ici disponibles, ils sont un peu asymétriques parce qu'on peut jouer avec une variante qui fait qu'ils ont chacun des pouvoirs. On va avoir un plateau de jeu ici, alors je l'ai déjà rempli parce que c'était plus joli pour quand on était à la boutique, mais pour la présentation, je dirais que j'ai mal fait mon taf parce que c'est plus visuel quand il n'y a rien du tout de mis. D'accord. En gros, la mise en place de base, c'est que vous allez répartir les petites perles sur les différentes fermes que vous voyez, hein, c'est les endroits qui sont comme ça là. D'accord. Voilà, il faut en mettre un certain nombre. T'es pas obligé de tout enlever. Hein. Voilà, non, je laisse une zone comme ça. Okay. Voilà, on va dire que mon plateau est vierge. Comme ça. D'accord. Et donc, à votre tour, vous avez le droit entre 2 actions. Soit vous posez 1 ou 2 pontons, soit vous posez un de vos nageurs. Très bien. Vos nageurs sont derrière votre petit paravent chacun. D'accord. C'est très très cool. Vous en avez de plusieurs valeurs. Ça va de 1 à 3. Il y a évidemment beaucoup plus de nageurs qui valent un seul que de... Ah non, de 4, pardon. Il n'y en a qu'un seul de 4 justement. Et il y en a un seul de 3 aussi. Oui. Il y a plus de 2 et plus de 1. Attends. Ah voilà. Je me fais des pièges. Moi tu sais les chiffres. Mais voilà, en gros, oui c'est ça, j'ai vérifié. Oui c'est ça, voilà. Ça va de 1 à 5. C'est bon, je ne fais plus PSG, il n'y en a pas une qui se planque. Donc 1 à 5, évidemment les gros chiffres, vous en avez moins que les petits chiffres. C'est un jeu de majorité, tout simplement. De prise de territoire et de majorité pour être les majoritaires sur les fermes de perles et du coup à la fin les gagner. Donc, le but, avoir le plus de perles possible à la fin de la partie. La fin de la partie, c'est dès que vous ne pouvez ou voulez plus jouer, c'est-à-dire ni poser des petits pontons, ni poser des petits bonhommes. Voilà. Donc votre tour, soit poser 2 pontons, hop, soit poser un petit nageur. Les valeurs, c'est vous qui les connaissez. Quand vous le posez, c'est face cachée. C'est un peu de bluff. Dites ok, moi je prétends à cette ferme, parce que bon, elle a pas mal de perles, hein. Ok, j'ai mis ça. Bon, les gens, ils savent pas que j'ai mis ma plus nulle. Hein. J'ai mis un 1, mais c'est pas grave, j'ai l'air très très sûr de moi. Les autres, ils vont avoir le choix, soit poser aussi en disant ah, t'es sûr, moi je veux venir aussi. Tu crois quoi? J'ai mis mon 5. Haha, pas du tout. Il a mis son 2. Et on va continuer comme ça. Et en fait, pour calculer les majorités en fin de partie, en fait, on va le faire par zone. C'est-à-dire que ces petits pontons vont créer des zones. Et à la fin, par exemple, eh bien, pour avoir cette majorité-là, ça se jouera que entre les nageurs qui se seront mis dans cette zone-là, qu'on aura créé en même temps ou après. Ok, on crée les zones. Ok, c'est cool ça. On crée les zones pour essayer de virer quelqu'un, par exemple, en disant oh là là, lui il est venu ici, je vais le couper. Sauf que vous avez une contrainte quand même, c'est que une zone ne peut pas faire moins de 4 cases. Ah, quand même. Parce que vous n'allez pas lui faire ben non, allez bisous, t'es mort.
C'est nul, c'est très nul, c'est du contre-jeu les enfants. Donc du coup, vous allez quand même pouvoir essayer de, bah voilà, lui il s'est placé là, vous allez essayer de lui faire une petite feinte pour en fait le reculer là, et là c'est bon, mais parce que vous pouvez vous mettre là, et après vous allez faire ça, et vous le mettez de côté. Et à la fin, ça peut finir qu'il y a des zones entières où il y a plein de nageurs, mais aucune perle, parce qu'on s'est tous tellement bloqués que plus personne n'a de perles. Voilà, et ça va continuer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on soit vide de pontons et ou de petits nageurs. Et après, c'est à ce moment-là où on va révéler et on va compter qui a les plus grosses valeurs dans chaque zone, et celui qui est majoritaire, donc en additionnant ses gars s'il en a plusieurs, hein. Voilà, là il l'écrase majoritairement, le noir remporte du coup toutes ces perles là. Ah ouais, d'accord, en fait ça partage même pas quoi. Ah non, ça partage que s'il y a égalité. S'il y a égalité, on partage équivalent. S'il y a des différences, genre 3 à 2, c'est 2 chacun. D'accord. Il n'y a pas de jaloux. Voilà. Et ensuite, les petits pouvoirs, je vais pouvoir vous les pitcher vite fait. Eux, vous voyez, c'est un peu expliqué ici. Les colliers de fleurs de ce clan-là, vous les mettez sur un nageur adverse et en fait, il a -1 à sa puissance. C'est pas mal ça. Voilà, c'est genre, oh je te calme, regarde, tu es moins combatif avec mon truc de fleurs. Et eux, ils peuvent mettre des pontons en plus. Oh, voilà. Cool. 2 en plus dans toute la partie. Elle a le droit d'avoir un autre nageur. Ah, c'est pas mal ça. Il y a une valeur ou pas? De 1. Ouais, ok, c'est pas mal. Voilà. Et lui, il a le droit de regarder 2 fois les jetons adverses. Oh. Bah oui, c'est un papy pervers, regarde. Il regarde avec ça. C'est génial. C'est clair. Voilà. Ok. C'était la boîte de jeu 10 ans, 2, 4, 30 minutes. On passe à la suite. Il fait chaud. Voilà. Maintenant que c'est dit, on ne juge pas. On arrive sur Unlock Short Adventures. Ce magnifique présentoir, il est splendidement encombrant, mais très impressionnant. Voilà, on lui a laissé une place de choix sur notre talencaire. On va donc retrouver des unlocks en format scénar solo, voilà, en petite boîte. Un scénar, une boîte, un scénar. On va avoir 3 niveaux, comme d'habitude. On va avoir niveau 1, niveau 2 et un seul niveau 3. Oui, il y a 3 moyens. Voilà. 2 faciles et un difficile. Ouais. Je suis triste, moi j'avais besoin de challenge là. Ouais, mais il y en a pour tout le monde. Ouais. Bon, peut-être que certains ont l'œil vif et acéré, vous allez reconnaître, oh là là, mais celui-là et celui-là, on les connaît, non? Eh bien oui, ils avaient été déjà disponibles en gratuit à une époque révolue maintenant. Eh bien, en fait, non, ne vous en faites pas, regardez, nouvelle version, expérience enrichie, c'est-à-dire que si vous le refaites, vous serez surpris parce que ce n'est plus la même enquête. Enfin... Ils ont changé des trucs. Ouais. Voilà, donc il y aura quand même des trucs où vous serez surpris. Donc voilà, hein, des trucs de cuisine, de dragons, des momies. Le vol de l'ange, vraiment moi, il me turlupine. Et bien évidemment, le secret de la pieuvre pour Antoine qui aime tant les animaux à tentacules et autres. Voilà. Donc voilà, c'est cool, c'est à 6,50 l'unité, c'est ça? Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, 3 aventures. Ouais, c'est pas mal. Pour l'été, très franchement, c'est un bon timing de sortie. Oui, hein. Tout à fait. Voilà, on enchaîne derrière le comptoir. C'est chaud. Alors, derrière le comptoir, on va avoir du Actu JDR. On en a 2 qui sont du même univers, du Dungeons & Dragons. C'est-à-dire, on va avoir ici le chaudron des merveilles de Tasha. Tasha étant, il me semble, cette personne. Je ne sais pas, détrompez-moi si vous voulez. En gros, c'est des règles optionnelles pour toutes les classes, notamment les nouvelles sous-classes, et une classe d'artificier, avec c'est des inventeurs magiques en gros. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, je ne suis pas Antoine. Et le petit écran ici qui s'appelle réincarné, c'est quoi? Écran du maître des donjons réincarné. Exactement. Voilà. En gros, ça rappelle des informations de jeu, hein, parce que c'est un écran quand même, à un moment il faut que ça serve à quelque chose. Hein. C'est des accessoires de jeu pour des aventures palpitantes. Actuellement, Alice vous lit le dos de l'écran. Mais je suis en train d'éclater ma couleur. Non, en vrai, c'est quoi? C'est un écran de Donjons et Dragons. Bah ouais, non, mais c'est vrai. En plus, je suis en train de lire derrière. Dites-nous dans les commentaires ce que vous savez. En vrai, je lis derrière. Ils disent juste, ouais, c'est pour que les gens ils voient des jolis paysages, que ça soit immersif, et que vous, maître du jeu, vous vous planquiez derrière pour faire des jets de dés.
Oui, bah c'est un écran quoi. Ouais, mais ils te disent pas juste, ouais, c'est un écran. Ils te disent, découvrez Donjons et Dragons dans un univers magnifique. Non, tu vois, Oui, bon, en gros, c'est un nouvel écran avec un nouveau paysage joli dessus. Voilà. Mais c'est un écran de MJ, quoi. Bon, maintenant qu'on a vu ça... Au secours, Antoine. Dis-nous en commentaire. Alors, si ça avait été du Knight, ou du Héritier, ou de Nautilus, ou l'Empire des Cerisés, il n'y a pas de souci. Bon, c'est du Donjons et Dragons, c'est un nouvel écran. Voilà. D'accord. Très bien. L'extension de Talisman qui était sortie la semaine dernière, le jour même où vous avez regardé la vidéo, donc après qu'on l'ait tournée, la voici. Donc des nouvelles cartes aventure, de sorts, de temps, de cartes de lycanthropes. Oui, on rencontre des lycanthropes hein, parce que c'est lune de sang, ça se voit sur la couverture. Et vous allez avoir surtout 3 nouvelles fins alternatives et 3 nouveaux personnages avec leurs figurines. Et en plus, on a la figurine du méchant lycanthrope. Oh. Voilà. Donc l'extension de la lune de sang. J'ai une boîte de démo de Wonderwoods qui veut dire bois enchanteur, merveilleux. Super. Voilà. Et il y a des pleurotes ou des girolles dedans. Et une autre extension qui est Enquête à Los Angeles. C'était un jeu assez particulier et très immersif. On a un maître du jeu qui est le contre-enquêteur. Ouais. C'est pas du tout coopératif. On peut se salir les mains pour arriver à nos fins ou rester droit. Mais bon, voilà, il y a des pour et des contre. Là, c'est 4 nouvelles enquêtes dedans. Voilà, donc vous avez c'est quoi El Fantasma. Non mais vraiment. Hop, il y a marqué quoi? Mais c'est facile. Bon, je ne sais pas. Voilà. El Fantasma. Voilà. Mort à la Toussaint. Je lis à l'envers. Mort à la Toussaint, il n'y a pas de souci. Merci. Et là, tu me lis quoi? Hollywood. Non, le roi noir. Ok. Et là, dernier lancé, je crois. Dernier lancé. Oui, je l'avais regardé. Ok, donc 4 nouvelles enquêtes, voilà, dans leur petit packaging tout mignon, super vintage que la boîte sait bien nous faire. Et donc, comme vous pouvez le voir, ils ont voulu mettre une dame parce que sur la grosse boîte de base, bah, c'était un monsieur. Donc maintenant, on a une dame et un monsieur. Très bien. Voilà. Je crois que c'est bon. Il y a quand même les retours de Flesh and Blood. Est-ce qu'on peut voir les retours de Flesh and Blood? Non, juste en dessous, en dessous. Ah, à ta droite. Voilà. Ah oui. J'ai tout fait ici. Ouais, Flesh and Blood. Les retours des boosters Flesh and Blood à la boutique. En même temps, petit message pour les Bordelais. Cet été de juillet à août, c'est à partir de 15 h tous les dimanches, c'est au décaféiné, vous avez des tournois de Flesh and Blood. D'ailleurs, si vous passez en caisse, on a reçu des packs, des petits decks qui sont gratuits, on vous les donne. C'est cadeau pour découvrir Flesh and Blood. Alors on vous les donnera le jour où on les retrouve parce que là je les vois pas. Je sais où est-ce qu'ils sont. D'accord. Vous dites Alex si c'est où sont les Flesh and Blood, je peux, voilà. Vous me demandez, je vous les filerai. Voilà. Ok, et Alex, oui j'ai très chaud. Tu as oublié de dire dans l'intro que qu'est-ce que tu vas faire là dans 2 secondes? Je vais nous présenter Dinosaur Island Roar and Write. Voilà, roar ça veut dire rugir. Parce que les dinosaures ça rugit. Bon, à tout à l'heure. Et salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Dinosaur Island Roar and Write. Un jeu de Brian Lewis, David McGregor et Marissa Misura. C'est un jeu dans l'univers des dinosaures, bien sûr. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Ça va dépendre. Ici, j'y ai joué, moi, essentiellement en solo. Alors ici, je vous montre essentiellement aussi le matériel. Ça foisonne de matos, c'est fou. Il y a plein de trucs. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup par son thème. Et c'est un jeu que j'avais déjà joué notamment dans sa version classique Dinosaur Island, que j'ai beaucoup aimé, qui avait un graphisme et un matériel un peu prononcé, avec des couleurs un peu fluo. Ça piquait les yeux au dos de la boîte, mais à l'intérieur c'était vraiment cool. Et là on retrouve un peu la sensation, mais version roll and write, ou roll and write comme ils disent. Vous allez avoir, donc chacun des joueurs va avoir 2 fiches ici. Vous avez une fiche qui gère essentiellement votre parc, les différents ADN, j'espère qu'on verra bien à la caméra. Donc les ADN ici ça va être les différents types de dinosaures que vous allez pouvoir créer. Il y a différents types, les petits herbivores, les petits carnivores et les gros carnivores. Alors c'est pas que les petits ici, ça peut être aussi des gros. Donc ça c'est herbivores, petits carnivores et gros carnivores qui prennent une place différente dans leurs enclos. Ici vous allez avoir notamment
un récap lorsqu'on arrive à une phase de décompte dans la visite des parcs. Les visiteurs vont passer à différents endroits et en fait vous allez marquer alors des points, gagner de l'argent. C'est assez dense comme jeu. Je vais essayer de vous le condenser, c'est pas évident. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ici vous avez des cartes qui vous servent entre autres de... Alors comment on appelle ça? C'est des bâtiments un peu spéciaux. Vous allez pouvoir construire moyennant de l'argent évidemment. Vous avez ici des spécialistes que vous allez pouvoir utiliser. Vous en avez de base sur votre feuille, qu'il faut évidemment embaucher au début, sinon ils ne vous servent à rien. Mais de base, on a tous les mêmes et on peut tous recruter des spéciaux. Ici, vous avez des magnifiques dés. Moi, j'adore ces dés. Ils sont vraiment, enfin, je sais pas, ils sont géniaux. Déjà, en plus, ça représente vraiment cette couleur qu'on retrouve dans Jurassic Park avec ce côté où il y a le moustique à l'intérieur et tout. Je trouve ça génial. Là, vous avez un contour. Alors, vous allez voir, en fait, il y a un contour ici qui va avancer. Donc, on va dire que ça avance par cycle. Vous avez 3 cycles. Et dans chaque cycle, il y aura 2 phases de prise de dés. Et il y aura une phase de visite de parc. Donc en tout, les visiteurs vont visiter 3 fois votre parc. Comment ça se passe en tour de jeu? Là, on est sur, on va dire, une mise en place. Bon, là, c'est pour un joueur solo, mais il faut imaginer qu'on est 3. En fonction du nombre de joueurs, on ne pioche pas forcément le même nombre de dés. Donc dans la mise en place, tous ces dés-là, vous les mettez, vous les prenez tous, hein, vous les mettez dans le sac. Et le premier joueur va en sélectionner, donc si on est 3, on va en prendre 7. Donc là, je vais voir s'il y en a 7. Hop, 2, 4, 6, s'il y en a 8, hop, avec ça, ça fera 7. Donc il y a un petit peu d'aléatoire. On va les lancer. Et ce qui va se passer, c'est que pour ceux qui ont déjà joué à Sagrada, par exemple, vous avez la même prise de dés. C'est-à-dire que le premier joueur va en choisir un qui va mettre devant lui, le deuxième joueur en choisit un, le troisième joueur en choisit un, et ensuite même chose, mais dans le sens inverse. Donc ça veut dire que le troisième joueur va se resservir une deuxième fois. Donc il va prendre par exemple celui-ci, le joueur va prendre celui-ci, et moi je vais prendre celui-ci, ce qui va nous laisser un dé. Alors pour l'exemple, j'ai plutôt laissé celui-ci, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Quand je récupère mes dés, il y a des icônes dessus qui vont me permettre de faire des choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des icônes, je vais d'abord vous présenter le jeu. Donc quand on a nos dés, on récupère des ressources plus ou moins, on peut faire différentes actions avec ce qu'on a récupéré. Et ensuite, tous les joueurs vont simultanément récupérer la ressource qui est dessus, donc je vais la montrer ici plutôt. Voilà, je ne sais pas quel écran on verra mieux, en fait, je vais voir peut-être à la caméra si on voit mieux. Voilà, donc en fait tous les joueurs vont récupérer cette ressource-là, et là vous voyez il y a des points rouges, ça varie entre 0 et 3. Et en gros, tous les joueurs vont récupérer la ressource, mais vont aussi prendre de la menace qui est indiquée ici. Donc ça c'est pour tout le monde. Une fois qu'on avait ça, on arrive dans une phase où on va placer nos dés sur les différentes actions. Ici vous avez un plateau avec des actions. Là ça permet de créer des dinosaures, là ça permet de gagner de l'argent ou d'augmenter sa sécurité, parce que forcément si vous avez de la menace, il faut la protéger avec de la sécurité. Vous allez avoir ici du moyen de récupérer des ADN, alors en sachant qu'il y a des ADN, on va dire classiques, et des ADN un peu plus pimentés, je dirais, des ADN un peu plus spéciaux. Ici, vous avez une action qui vous permet de doubler la valeur du dé, mais les autres joueurs vont gagner également la valeur du dé que vous avez placé ici, donc faites attention à ça. Et enfin ici, on peut construire des routes, donc 3, ou alors on peut justement construire des attractions. Quand je me place, c'est pas très compliqué, je peux me placer où je veux à partir du moment où il n'y a pas de dé, ou presque. Si un joueur se place ici, je pourrais me placer sur son dé, le seul truc c'est que je vais prendre la menace qui est indiquée sur son dé à lui. Donc à force de superposer des dés, vous risquez de prendre plus de menaces et donc vous risquez d'avoir des dégâts. Parce que voilà, ça c'est vraiment la phase où dans les dés, on lance, on sélectionne, puis on se place sur différentes actions pour faire les actions. Et ensuite c'est la fin, on défausse les dés, et ensuite on en remet dans le sac, on en repioche 7, etc. On passe toujours ce petit curseur ici. Pardon, il était là de base, on va le faire avancer ici, on refait une sélection de dés du coup. Et une fois qu'on a fait la deuxième sélection de dés, on va arriver sur la visite du parc. Alors ici je vous montre une feuille de mon parc que j'ai finalisé. On le verra peut-être pas très bien ici, je ne sais pas du tout comment ça va ressortir, mais c'est juste pour vous montrer. Ici en fait vous avez durant la partie la possibilité de créer des attractions qui peuvent être, du coup vous les avez ici, hop. Ça peut être des boutiques qui vont vous permettre de lancer un dé de prix depuis le sac et de gagner la ressource dessus. Vous avez les manèges qui vous permettent, eux, de gagner du fun, ça c'est important. Et vous avez ensuite les restaurants qui vous permettent de gagner de l'argent. Le seul truc, c'est que quand les joueurs vont visiter votre parc, il faut que vos différents bâtiments, déjà, ne peuvent pas être collés entre eux. Ils doivent être séparés forcément par au moins un chemin. Et ça part toujours du QG. Donc vous avez le QG ici. Et ensuite, il faut suivre le chemin. Et les visiteurs vont suivre un chemin. Et à chaque fois que vous passez par un lieu, vous allez cocher une croix dessus. Et plus tard, si jamais les visiteurs repassent par ici, ça vous fera plus gagner de fun. Parce que techniquement, vous gagnez du fun pour chaque bâtiment que les visiteurs ont visité. Donc, on va dire que le fun est temporaire pour chaque bâtiment
parce que la première fois qu'ils sont visités, ça vous fait du fun, et après, ça ne fait plus de fun. Donc, il faut faire attention à ça. Les différents bâtiments, donc je vous ai dit, c'est soit ça va être des attractions qui permettent de gagner de l'argent, des ressources, etc., ou du fun. Et vous avez la possibilité aussi de créer des enclos. Alors, les enclos, pareil, en fonction du type de dinosaure que vous créez, pour le premier dinosaure que vous allez créer, vous allez générer un enclos ici. Donc là, par exemple, l'herbivore, je vous le dis, c'est un enclos de 4 cases, donc vous le placez où vous voulez, en respectant les contraintes, évidemment, de pose. Et donc là, forcément, ça vous fait un enclos d'herbivore dans lequel vous allez pouvoir placer soit un brachiosaure, soit un tricératops, soit un ankylosaure. Évidemment, les dinosaures ne se mélangent pas. Donc là, vous avez un brachiosaure, par exemple, en dépensant un ADN jaune et rouge, je coche ces ADN-là que j'ai débloqués au préalable, évidemment, et je peux cocher ici un petit brachiosaure, ce qui fait que là, vous voyez, à la fin de ma partie, j'avais un enclos de brachiosaure, de tricératops et d'ankylosaure, mais j'avais 3 ankylosaures, j'avais un seul tricératops, et j'avais 4 brachiosaures. Et chacun vous rapporte du fun et surtout des points de victoire. Donc ça, après, ça varie en fonction de tous les types de dinosaures. Vous voyez que les petits carnivores rapportent plus de points, plus de fun, mais vous font de la menace au moment où ils sont, j'allais dire, construits, ou au moment où ils sont créés. Et pareil pour tous les grands dinosaures, comme le spinosaure par exemple, ou le tyrannosaure, qui eux rajoutent 2 de menaces d'un coup, ça pique quand même, mais ça fait 5 points de victoire et 3 de fun, ce qui est quand même très très cool. Là, en gros, je vous ai expliqué, on va dire, la plus grosse partie du jeu. Après, justement, on va suivre le détail de visite du parc. Donc, comme je disais, première étape, ce qui est très très bien fichu, on le voit là, je l'espère très bien à la caméra. Vous avez la première chose à faire quand il y a la phase de visite du parc, c'est les attractions. Donc, les joueurs qui passent par des attractions vont vous rapporter, en fait, pardon, vont vous rapporter un dé, un manège, enfin du coup un de fun et puis de l'argent. Vous allez pouvoir dépenser cet argent pour embaucher notamment des spécialistes qui s'enclencheront à ce moment-là et qui, dès qu'ils sont embauchés, vous rapportent des bonus immédiats comme indiqué sur le petit éclair et vous permettent, lorsqu'ils sont débloqués, de gagner le bonus lors de la visite du parc. Donc ça, c'est hyper bien parce que c'est un effet qui est permanent et à chaque fois, si vous le débloquez dès le début, ça peut être très intéressant. Ensuite, vous arrivez au moment où justement vous suivez le chemin à partir du QG jusqu'à une des sorties. Il y a des sorties qui rapportent plus de points. Et vous allez gagner du fun, et du coup vous allez marquer d'un X chaque bâtiment qui a été visité à ce tour-là. Ici ensuite vous allez, à chaque fois quand vous gagnez du fun, vous entourez vos numéros, et parfois vous avez des bonus. Et ces bonus-là, ils sont gagnés à ce moment-là. Vous regardez tout ce que vous avez entouré, et à ce moment-là, les bonus, vous les marquez. Ce qui fait qu'en fait, plus vous gagnez de fun, ça veut dire que tout ce que vous cumulez en fun, vous le gagnez en fait chaque fois que le parc est visité. Donc ça c'est hyper bien, il faut vraiment pensez à gagner du fun très vite parce que du coup ça vous donne des bonus qui sont incroyables, vous gagnez plein d'argent, vous gagnez plein d'ADN et du coup ça vous évite d'être trop dépendant de vos dés en fait. Donc ça c'est hyper bien. Ensuite on va calculer le danger. Alors ça, moi j'en ai pas trop eu parce que je l'ai assez bien géré. Et en fait le danger c'est compliqué parce qu'en fait vous allez perdre des bonus, vous allez perdre des attractions, vous allez perdre des enclos si jamais votre niveau on le voit ici, hein, votre niveau de menace est supérieur à votre niveau de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez de la menace, vous mettez un point, quand vous le sécurisez, vous vous entourez. Donc du coup, si jamais vous dépassez votre niveau de sécurité, malheureusement, vous allez perdre différentes attractions, différents dinosaures, donc ça, il faut faire hyper attention. Une fois qu'on a fait ça, du coup, c'est la fin, en fait, hein, on a calculé nos pertes ou pas, et ensuite, on reprend, ici on arrive au deuxième cycle, et on reprend, donc je vous rappelle, un cycle, c'est toujours une première sélection de dés, on fait nos gains, une deuxième sélection de dés, on fait nos gains, et ensuite, on a la phase de parc. Donc en fait, il y aura 3 visites et puis 6 sélections de dés. Je ne suis pas trop rentré dans le détail parce que ça fourmille d'iconographie, qu'une fois que vous les avez digérées, c'est ultra simple. Peut-être petit bémol dans le jeu, ce serait... Alors, moi je le vois forcément. Là, quand je vous montre mon parc, vous dites, mais il ne montre pas un parc, là, il est en train de me montrer des carrés avec des croix. Moi, je vois mes vélociraptors, moi, je vois mes brachiosaures, parce que quand j'ai construit mon parc, j'ai fait OK, là, je vais mettre un manège, ils vont s'éclater. Ensuite, comme ils auront fait beaucoup de looping, ici, je vais mettre un restaurant, comme c'est pour bien manger. Ensuite, après le restaurant, quoi de mieux que de voir des vélociraptors, de voir des tyrannosaures, de voir des brachiosaures, etc. Donc, quand on joue, c'est très vivant. Quand on voit une feuille, on se dit, ouais, OK, c'est un tableau Excel, en fait, comme beaucoup de roll and write. Après, moi, je vous avoue que le thème m'a beaucoup hypé. J'adore ça. Tout ce qui est dinosaures, ça me fait vraiment kiffer. La rejouabilité est énorme parce qu'en fait, là, vous sélectionnez que 3 cartes, que ce soit des bâtiments ou des spécialistes, parmi un tas de cartes énormes. Donc la rejouabilité, elle est vraiment très très forte. On a du matos qui est génial, franchement. Vous avez un mode solo. Donc moi, je vous ai dit, j'ai joué en solo. Ce qui est hyper bien fichu en mode solo, vous aurez des objectifs que vous allez pouvoir vous fixer qui ressemblent à ça.
Donc ça, c'est les objectifs qu'on lit ici. Et ça, justement, au-dessus, c'est la partie de l'IA. En fait, l'IA, à chaque tour, quand vous jouez tout seul, vous allez, avant de sélectionner les dés, vous allez tirer une carte d'IA. Et ici, ça va vous indiquer en fait les dés que l'IA va prendre. Parce qu'en fait, quand vous lancez 6 dés en solo, vous en prenez... vous prenez en fait ceux qui sont dans la ligne. Donc ma ligne, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, l'IA prend le 3 et ici, elle prend le 5. Et elle se place dans les icônes, enfin dans les emplacements indiqués ici. Donc ça peut vraiment vous bloquer. Ça vous fait un joueur pour lequel vous aurez du mal à anticiper ses choix. C'est toujours très efficace ce genre de mode en fait, parce que du coup, à la fin de la partie, ça vous génère des points, évidemment. Et en plus, vous aurez vous-même des objectifs qui vont un peu vous orienter dans votre manière de jouer. Et à la fin, du coup, comme je disais, c'est des points et vous avez un barème à la fin dans la fin de la règle qui vous dit si vous êtes un bon gestionnaire ou si vous avez plutôt abusé sur la viande humaine pour nourrir vos dinosaures, entre guillemets. Voilà, c'est un jeu qui doit sortir donc fin août, début septembre, je pense. Pour tous les fans de, je pense, Demeter, alors Welcome to the Moon peut-être, mais il n'y a pas ce côté progressif. Mais c'est vraiment un jeu si vous jouez déjà à Tréfuté par exemple ou à Quinto, ouais, faut peut-être pas passer votre chemin, mais si vous voulez quelque chose de très costaud, ouais, ça c'est quand même, c'est pas un jeu qui est, je pense, fun entre guillemets. Moi en tout cas, je trouve le thème génial, ça par contre c'est super fun. Mais je pense que c'est un jeu qui va vraiment vous bloquer le cerveau pendant pas mal de temps. Moi, une petite partie solo, ça m'a pris 1 heure, 1 heure et demie quoi. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ma partie, même en solo. Je pense que c'est vraiment conseillé pour très peu de joueurs. Tentez pas peut-être à 4, à mon avis, ça va être un peu lourd. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est pour vous dire que j'avais beaucoup aimé ce jeu de par son thème, de par ses mécaniques, et surtout de par l'édition, que je trouve géniale, et de par l'iconographie. Franchement, je vais très peu dans les règles parce que tout est super clair. Une fois qu'on a fait un premier cycle, entre guillemets, alors là, ça roule tout seul. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce petit focus vous a plu. Pour moi, c'est fini. Et je vous dis à très bientôt chez Jeux et Cartes Bordeaux. T'as quitté tes cocus, attends-tu que toi t'es cocu. T'as quitté tes cocus, attends-tu que toi t'es cocu.